Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Country Rock et comme tous les mardis après-midi, on a le plaisir de jaser avec Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés et on va parler aujourd'hui de taux d'intérêt. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour, Denis. Hey, on parle de taux d'intérêt parce que, des taux d'intérêt, on sent qu'ils veulent monter en grade de ces temps-ci. On en parle beaucoup, mais qui dit taux d'intérêt qui monte en grade, qui augmente énormément, on dit également taux d'endettement qui monte énormément et il y a beaucoup de prudence à y avoir à ce niveau-là. Oui, mais en fait, l'endettement, on le voit dans les dossiers d'insolvabilité, là, ça a commencé à monter dans les derniers mois un peu partout au Québec. Fait que on n'est pas du tout au niveau pré-pandémie, comme on s'était déjà parlé, mais les taux montent quand même et c'est sûr qu'avec des taux d'intérêt qui montent sur tout, en fait, que ce soit une marge, un prêt, n'importe quoi, tous les taux sont en train de monter, évidemment, à cause du taux directeur. Fait que là, faut être encore plus prudent quand on se prend du financement. J'aimerais qu'on aborde des éléments alentour de ces taux-là. Par exemple, lorsqu'on va à la banque, on garde notre cote de crédit. C'est quoi une cote de crédit? Une cote de crédit, en fait, c'est un des éléments que la banque va regarder pour décider si elle nous fait un prêt. Donc, ils vont regarder le niveau d'endettement, ils vont regarder notre revenu, mais un de ces éléments-là est la cote de crédit. La cote de crédit, c'est un chiffre là, qui varie entre 300 et 900. C'est un calcul très complexe, une recette bien gardée par les deux compagnies de crédit, là, Equifax et TransUnion. C'est les deux compagnies qui tiennent ces chiffres-là. Et c'est des chiffres qui ne sont pas les mêmes. Hein. Les gens, des fois, sont le saut parce que s'ils vont demander à une banque leur code de crédit, puis ils vont à la banque à côté demander la même question à la même journée, ils n'auront pas le même chiffre. Donc, c'est des formules qui sont modulées en fonction des demandes des banques, mais qui donnent une idée de la santé, en fait, de l'utilisation que les gens ont fait de leur crédit dans le passé. C'est surtout ça que c'est. OK. C'est une image de l'individu avec sa cote de crédit, c'est ça. Est-ce que notre cote de crédit peut varier si on demande régulièrement de l'information sur notre cote de crédit ou est-ce qu'elle est invariable? C'est une information qui est disponible pour les banques, moins pour l'individu, j'imagine? Chacun a droit à sa cote de crédit. Il y a différents types de demandes. Quand on fait une demande de la cote de crédit pour un prêt, si on fait plusieurs demandes, c'est un des facteurs qui peut nuire à notre cote de crédit. Il y a 10% de la cote qui est fondée sur le nombre de demandes de crédit qu'on fait. Donc, il y a des trucs comme, par exemple, si on a un financement et on veut le magasiner, on condense toutes nos demandes en dedans de 2 semaines et là, ça va compter comme une seule demande à notre dossier de crédit. Donc, mais si quelqu'un demande sa propre cote, fait sortir son dossier de crédit, ça n'impactera pas négativement la cote de crédit. Donc, faut pas avoir peur de la faire sortir une fois par année, là, qui est une des recommandations que je fais souvent pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur dans le dossier. Oui, je comprends donc, parce que notre dossier de crédit, c'est quand même comme un curriculum vitae quand on va à la banque, là, ou qu'on va chercher une job, là. Ça ressemble à ça, là. Absolument. C'est vraiment, c'est une formule mathématique qui dit est-ce qu'on a bien payé dans le passé, est-ce qu'on fait ses paiements à date, est-ce qu'on utilise un bon pourcentage de notre crédit, et combien de temps ça nous prend pour payer nos choses, et un paquet d'autres données publiques, puis c'est tout mis ensemble et ça fait un calcul. Est-ce qu'on travaille, quand on travaille sur une cote de crédit, est-ce qu'on travaille sur 10 ans, 20 ans, 5 ans? Ça recule jusqu'où la cote de crédit d'un individu? Selon ce qui est écrit à notre code de crédit, il y a des éléments qui vont apparaître 3 ans, 6 ans, ça varie. C'est sûr que d'expliquer tout ça, ça prendrait un certain temps, mais disons que quelqu'un qui veut rebâtir sa cote de crédit, là, quelqu'un qui a eu de la difficulté, que ce soit parce qu'il a fait une faillite, un redressement financier, ou juste qu'il y a eu plusieurs retards qui ont été pris avec des agences de collection, on parle d'un 2 à 4 ans pour rebâtir sa cote de crédit de façon satisfaisante, je dirais. C'est-à-dire pour retrouver un taux d'intérêt comme monsieur, madame, tout le monde. Et ça, il faut faire un paquet de bons choix et de bons gestes. Et c'est ça que les gens, des fois, ne savent pas. Pensent que juste en payant ses comptes, ça va être suffisant pour augmenter la cote de crédit, mais c'est plus complexe que ça. OK. On parlait de bons taux, etc. J'aimerais qu'on parle je veux qu'on parle de taux légal, mais avant de parler des taux légaux, j'aimerais qu'on parle de première chance au crédit, deuxième chance au crédit. C'est quoi exactement qu'on parle quand on parle de première, deuxième chance au crédit? Là, on a l'impression qu'on essaie de donner une chance à quelqu'un qui est un mauvais payeur, là, dans notre terme, là.
Ben, en fait, c'est des termes communs pour essayer de se structurer parce que c'est quand même des notions assez complexes. Donc, quand on parle de première chance au crédit, ben, on parle de quelqu'un qui a un bon crédit. Normalement, on va parler de quelqu'un qui est au-dessus de 680 sur la cote de crédit, mais ça peut dépendre aussi d'autres facteurs, comme j'ai dit. Les deuxièmes et les troisièmes chances au crédit, ben, essentiellement, ça vient seulement dire que la personne est plus à risque. Donc, sa cote de crédit est plus haute ou son niveau d'endettement est plus haut et les institutions financières standards vont avoir plus peur de faire confiance à la personne et donc la personne va devoir se retourner vers des prêteurs qui font du deuxième, troisième chance au crédit. Et essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que le pourcentage va être plus haut. Les deuxième, troisième chances au crédit, on parle de pourcentage qui commencent à 9-10 qui peuvent monter jusqu'à 30 sans problème, mais des fois plus haut que ça. Et lorsqu'on parle de taux de même, est-ce qu'on est légal? En fait, la légalité au Canada des taux d'intérêt, ça se situe à 60 Donc, avant d'arriver à 60 là, on a de la marge pour être dans le trouble, bien comme il faut. Je comprends donc, 60 c'est astronomique. Ouais. C'est un taux qu'on considéré comme étant usuraire, 60 Et ce taux-là, ben c'est pas juste l'intérêt. Hein. Des fois, les gens ne pensent pas, mais un prêt rapide, exemple qu'on voit sur Internet, là, emprunter 700 $ et rembourser en dedans de 3 mois, par exemple. Souvent, il y a des frais de gestion de cachés là-dedans. Et quand on additionne les frais de gestion à l'intérêt, c'est ça qui constitue le taux réel de la personne. Et c'est là que des fois, les taux sont illégaux parce que si on paye rapidement un taux de 30 avec un frais de gestion qui représente 20 de la dette, ben, quand on met tout ça ensemble, là, j'ai déjà vu personnellement des taux de 140, 150 et donc ça devient illégal à ce moment-là. OK. On surveille quoi pour pas se faire ramasser dans une gamique comme celle-là? C'est sûr que première chose, c'est de savoir qu'en haut de 60 c'est illégal. Les prêteurs sont obligés d'afficher le taux. Savoir aussi qu'au Québec, au-dessus de 30 à 35 les tribunaux s'entendent pour dire que c'est abusif. Donc, même si vous avez un mauvais crédit, à partir de 30 là, on est dans l'abus. On va dire ça comme ça. Okay? Mais ça implique quoi qu'il y ait un taux abusif? Est-ce que c'est illégal ou est-ce qu'on a le droit de le faire? Mais si on pointait du doigt, c'est quoi? Ouais, on a le droit de le faire. Les tribunaux peuvent aller jusqu'à baisser des taux d'intérêt qui seraient considérés abusifs ou illégaux. Okay. Donc, quelqu'un aurait des recours là, avec avocat et tout ça, mais on se comprend que normalement, les gens, quand ils sont rendus à emprunter à des taux de 30-35 n'ont pas nécessairement l'argent de se payer un avocat qui va devoir les représenter pour aller faire baisser ces taux-là. Donc, souvent, c'est ça la roue qui commence. Là. Les gens ont plus de dettes, passent pas aux prêteurs standards, veulent absolument un bien, que ce soit une maison, une voiture ou une carte de crédit, et donc vont accepter de payer des taux d'intérêt qui sont excessivement élevés pour utiliser des biens maintenant, alors qu'ils n'ont vraiment pas la capacité de le faire. Mais Pierre-Paul, lorsque quelqu'un arrive dans cette situation-là, il vient vous voir, vous réalisez qu'il y a un taux abusif, vous, de votre côté, êtes-vous capable de contrer cette réalité-là ou vous êtes pris avec cette réalité-là? Ben, c'est sûr que si le taux n'est pas illégal, on est pris avec cette réalité-là. Okay. Donc, dans la majorité des cas, ce qui arrive, quand les gens ont signé des prêts à du 22, 26, 30 et plus, après un certain temps, ça ne fonctionne plus. Donc, quand ils viennent nous voir et qu'on analyse leur budget, leur capacité de paiement, leurs dettes, leurs revenus, leurs dépenses et tout ça, on voit bien que le problème est fréquemment l'endettement. Et c'est là qu'il faut recourir à la loi pour faire des ententes de règlement avec les créanciers qui comporteront aucun intérêt. Donc là, on vient baisser l'intérêt à 0 quand on fait ça. Okay. Ou les gens, quand ils n'ont pas cette capacité-là, parce que, exemple, ils ont une baisse de revenus et ils n'ont même pas la capacité, exemple, de faire une offre à leurs créanciers parce qu'ils doivent payer juste leur courant, leur vie de base, que ce soit leur logement ou leur nourriture, mais s'ils n'ont pas les moyens de faire une offre, à ce moment-là, c'est là que les gens doivent se tourner vers la faillite. Mais essentiellement, l'endettement progressif avec des taux d'intérêt élevés, c'est ça qui conduit les gens à ne pas avoir d'options supplémentaires. Donc, avant d'aller chercher, d'utiliser une carte de crédit à du 26 sans la rembourser au complet, il faut se questionner sur notre budget, sur notre capacité à la rembourser, cette fameuse carte-là. Et c'est tellement important. C'est parce que ça, c'est une spirale. Là. Quand on rentre dedans, ça part en fou. Là.
Oui, c'est comme n'importe quel. C'est pour ça qu'on fait. Les gens qui ont de l'argent, ont plus une grande facilité à en faire d'autres parce qu'ils font de l'argent avec l'intérêt qu'ils placent. Alors qu'à l'inverse, quand on est dans le négatif, on doit payer de l'argent seulement pour se garder à flot, pour payer l'intérêt, et on a besoin d'utiliser du crédit pour payer le reste. Donc on s'en creuse. Donc c'est d'arrêter cette spirale-là négative et d'aller vers des placements qui vont au contraire nous amener vers le positif. C'est encore extrêmement intéressant. C'est tout le temps qu'on a, mais j'aimerais qu'on rappelle aux auditeurs les coordonnées pour vous rejoindre, Pierre-Paul. Oui, chez Lacasse et Associés, 1844 Lacasse ou par Internet. Les gens peuvent nous écrire aussi à info@commercial-lacassesyndic.com ou aller sur notre site Internet ou Facebook, Lacasse et Associés. Génial. Ne restez pas mal pris. Lâchez un coup de téléphone, informez-vous, ça vaut vraiment la peine. Pierre-Paul, encore une fois, un gros merci d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous. Ce fut, une fois encore, très instructif. Merci, Denis.